Donc je commence cet entretien peut-être en te posant une première question. Partons de l'idée que ta carrière a été une carrière exceptionnelle et disons, de plusieurs points de vue, pas seulement par ce que tu as accompli scientifiquement, donc à l'université, comme contribution à la cité, mais aussi par le fait qu'au départ, tu n'étais pas destiné à faire des études universitaires. J'aimerais que peut-être qu'on commence par cela. Oui, tu as parfaitement raison. J'ai commencé ma vie professionnelle en faisant un apprentissage commercial. Et j'ai fini par obtenir un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce. Et j'ai fait mon apprentissage dans une entreprise d'exportation, d'importation à Bâle. Et ça m'a marqué parce que je suis resté fidèle à l'idée du commerce international et des relations internationales. Et c'était vraiment le désir de vouloir comprendre plus fondamentalement la raison du libre-échange international. Revenons donc à tes années de thèse. Ton sujet de thèse portait sur les investissements directs, les déterminants en fait des investissements directs. C'était mon deuxième livre. Ça, c'est ton deuxième livre. Oui, la thèse s'est portée sur les termes de l'échange de la Suisse. Les termes de l'échange, d'accord. Et c'était très intéressant à l'époque. On croyait un peu, peut-être naïvement, que les conditions d'échange sont déterminées par les taux de change, ce qui est une platitude, mais que les taux de change sont déterminés par une comparaison de pouvoir d'achat. Cette fameuse théorie de parité de pouvoir d'achat, si on achète dans un supermarché français en euros, pour parler avec la devise actuelle, on devait obtenir un peu le même panier de la ménagère comme si on achetait à Genève en francs suisses. Or, ça c'était un débat extraordinairement dense qui a été mené. Est-ce qu'on peut vérifier ces théories de parité de pouvoir d'achat ou au contraire, cela peut s'expliquer peut-être entre le dollar et à l'époque du Deutschmark, ou est-ce que ça peut s'appliquer uniquement à la livre sterling et le franc suisse, ou est-ce que c'est une théorie généralisable? Et je l'ai regardé, cette théorie, au niveau de l'économie suisse. Ça, c'était ma thèse. Donc, tu as été nommé professeur ordinaire? D'abord extraordinaire. Et d'abord extraordinaire. Voilà. Et puis après, la loi a changé. En 82, j'étais devenu ordinaire. Donc ça, c'est en quelle année ta nomination? 1982. 1982. Voilà. D'accord. Voilà. Donc là, tu as vraiment entamé officiellement ta carrière de professeur à l'Université de Genève. Dans le temps qui nous reste, et quand même aborder, disons, une période importante de ta vie universitaire, qui était donc, je dirais, à peu près milieu des années 80, deuxième moitié des années 80, où tu as été à l'origine, enfin tu as été parmi quelques économistes sur le plan mondial à avoir été à l'origine d'une sous-discipline, enfin d'une nouvelle discipline à l'intérieur des sciences économiques, qui était donc la socio-économie. Oui. Et ça, donc je pense que ça a été quand même un marqueur de ta carrière scientifique. Et là, j'aimerais quand même t'entendre un peu. Mais Mila, tu enseignes aussi, tu sais très bien, tu as énormément de jeunes devant toi, tu adores l'enseignement, tu essayes de les convaincre, tu essayes de faire passer ta passion pour ta branche, et tu vois que, bon, les jeunes sont gentils, mais n'y croient pas tellement à ce que tu leur racontes au niveau de la théorie économique. Et tu dois quand même t'interroger. Comment est-ce que tu peux améliorer le message? Et je me suis rendu compte, lors de mon premier congé sabbatique que j'ai passé à l'université d'Oxford, où j'ai eu le temps enfin de souffler un peu,
est de réfléchir un peu sur qu'est-ce que j'ai enseigné jusqu'à présent, en me disant, si quelque chose cloche, c'est peut-être justement le manque de référence au contexte économique. Et j'ai commencé à vraiment systématiquement lire à ce sujet l'économie en relation avec les institutions, notamment du droit, les droits sur la concurrence, les droits sur les contrats, et à quel point cet encadrement juridique est essentiel pour comprendre le fonctionnement de l'économie. Et l'incompréhension du contexte institutionnel est à l'origine de beaucoup d'incompréhension de la théorie économique elle-même. Et de même, en ce qui concerne l'importance de l'histoire. C'est incroyable de ne pas comprendre le fonctionnement économique de notre société sans cette dimension historique. C'est comme s'il y avait une atemporalité avec des lois universelles dans le domaine économique. Donc, j'ai déposé ces réflexions dans un livre qui s'appelle « Plaidoyer pour une socio-économie » et qui ensuite m'a été vraiment le tournant dans mes réflexions. Et depuis là, j'étais convaincu qu'il faut enseigner l'économie en ayant en tête cette contextualisation de l'économie. Pour faire court, c'est tout le contexte sociétal. Je pense qu'il faut conclure et j'aimerais quand même t'entendre sur ton analyse un peu des sciences économiques, disons au XXIe siècle, point de vue recherche, mais aussi point de vue enseignement. Et comment tu vois cela et est-ce que tu es plutôt optimiste, plutôt pessimiste? Enfin, j'aimerais quand même avoir une vue de ta part, une vue, disons, prospective. Alors, moi, je vois plutôt cette ouverture des sciences économiques qui est indispensable pour son propre développement. Le mot-clé, c'est l'interdisciplinarité. C'est de réfléchir sérieusement sur les grands défis de l'interdisciplinarité, notamment de l'économie, envers sa contribution pour la régulation environnementale. Qu'est-ce que l'économie peut faire pour lutter efficacement contre le changement climatique? Dans quelle mesure l'économie doit absolument rester une discipline orientée vers l'action, dans le sens anglo-saxon du terme, orientée vers la policy making, vers, au fond, l'application de politiques économiques. Ça n'a pas de sens d'investir dans une scolastique qui ne débouche pas sur des recommandations en matière de régulation sociale. Il faut convaincre tout le monde que grâce à cette réflexion, les règles qu'on se donne de la vie en commun dans le domaine économique se trouvent améliorées parce qu'on réfléchit en sciences économiques sur cette orientation qui est, au fond, vraiment essentielle pour la survie de cette discipline. Le danger que ça dérive complètement dans le scolastique est patente. Je vois aussi à quel point, naïvement, l'institution se réfère à des critères d'excellence qui ne sont pas pertinents. Et là, franchement, plus on parle d'excellence, plus on est nul. Voilà, donc le temps est venu de terminer cet entretien sur ce message qui va marquer les esprits. Je te remercie beaucoup pour ce moment de plaisir de te retrouver et de t'entendre. C'est le plaisir est partagé. De nouveau. Et puis nos remerciements à l'Université de Genève et à la Maison de l'Histoire.